tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur les investissements et les marchés financiers ici aux États-Unis. Merci pour l'organisation, l'UFE Monde, pour pouvoir justement vous parler aujourd'hui d'un sujet important, d'actualité. On va pouvoir répondre à vos questions aujourd'hui durant ce webinaire. Ce sera une présentation d'à peu près 40 minutes. Je suis avec vous pour l'heure entière, jusqu'à donc 13h heure de New York ou 19h heure française. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et à l'issue de cette présentation, ce sera avec plaisir de répondre à vos questions. Si malheureusement nous n'avons pas le temps aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées et avec plaisir, je répondrai à vos questions directement. Si vous le souhaitez, on va pouvoir se lancer directement dans le vif du sujet, qui est justement l'investissement aux États-Unis en période de récession. Mais en quelques mots avant qu'on se lance, sur notre équipe, donc à USA France Financial, si vous ne connaissez pas encore notre compagnie, on est une équipe de 15 personnes basée à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Alors, au sommaire de notre conversation aujourd'hui, premièrement, que se passe-t-il sur les marchés financiers ? Pourquoi tant de volatilité depuis le début de l'année ? Comment construire et contribuer à réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale ? Troisièmement, on va voir ensemble comment être stratégiquement proactif lors d'une baisse des marchés ou une économie en récession. Et dernièrement, comment contribuer à réduire l'impact fiscal au sein de votre portefeuille. Ce webinaire est assez exhaustif, on va voir beaucoup de concepts ensemble, puisqu'en effet, la problématique l'est en elle-même. Commençons par la première question. Que se passe-t-il sur les marchés financiers et pourquoi tant de volatilité ? Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a une vingtaine d'indicateurs que nous suivons de manière hebdomadaire. Et à l'heure actuelle, beaucoup sont au rouge, certains sont à l'orange et il ne reste que 2 au vert. Quand on était en novembre 2020, voire même 2021, les indicateurs, la plupart des indicateurs étaient au vert. On a pu en effet transitionner petit à petit vers beaucoup plus d'indicateurs qui se retrouvent un peu plus au rouge. Alors, que se passe-t-il ? On a une forte inflation à l'heure actuelle. On le vit tous. On va au restaurant. Maintenant, le prix des entrées, c'est le prix des plats principaux, etc. Donc, on sent qu'on a une inflation qui est forte, qui est mondiale. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre cette inflation ? Eh bien, c'est notamment l'exercice des banques centrales mondiales qui ont vraiment laissé les vannes ouvertes pendant beaucoup de mois pour essayer de contrer l'impact du coronavirus. Donc, il y a eu une augmentation des rachats du monde du trésor américain. On est encore sur un rythme à l'heure actuelle de 120 milliards de dollars par mois. C'est en train de réduire petit à petit. On a des politiques monétaires qui sont beaucoup moins accommodantes et on essaye également d'augmenter les taux d'intérêt au niveau de la Fed pour contrecarrer l'inflation qui a été créée artificiellement par ces banques centrales mondiales pour faire en sorte que l'économie puisse être soutenue lors de l'arrêt, évidemment, que nous avons tous connu durant le Covid. Donc, forte inflation qui essaye d'être contrée maintenant par des politiques monétaires moins accommodantes et qui a un impact directement, évidemment, sur le marché financier. On a une augmentation fiscale qui est potentiellement attendue également, aux États-Unis notamment. Ils sont en train d'en parler à l'heure actuelle au Congrès et on s'attend potentiellement à une augmentation fiscale en 2023. C'était déjà attendu en 2022, c'est potentiellement repoussé à 2023. Personne n'a exactement de boule de cristal, mais on peut s'attendre évidemment à un resserrement de ce côté-là également. Il y a encore à l'heure actuelle des implications qui sont liées au Covid-19, des problématiques de logistique notamment, de ce qui est microchips, etc. L'impact évidemment que nous avons en Chine également et dernièrement les risques géopolitiques. Malheureusement, ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine est assez désolant et évidemment l'impact que ça va avoir, l'impact notamment d'un point de vue alimentaire puisque de nombreux pays ont besoin justement de tout le blé par exemple qui est semé et récolté donc en Ukraine et en Russie. Donc on s'attend à une problématique alimentaire
potentiellement mondiale et notamment dans le Middle East et également en Afrique, mais également un impact sur énergétique. Hein, on l'a vu déjà dans les derniers mois, le prix du baril a complètement explosé. On a une petite baisse à l'heure actuelle, mais en effet, il y aura un impact assez énorme sur l'Europe notamment. Et on va discuter un petit peu de stratégiquement comment positionner le portefeuille, même d'un point de vue géographique. Mais évidemment, l'Europe est beaucoup plus exposée que les États-Unis, de par notamment la crise géopolitique que nous sommes en train de vivre. Voilà un petit peu la picture un petit peu négative de ce qu'on est en train de voir, qui explique la grande volatilité des marchés financiers ces derniers mois. Mais gardons un petit peu des points positifs. La valorisation des actifs sont maintenant un peu plus attractifs, évidemment, puisque le marché a perdu entre 20 et 25% depuis le début de l'année, ce qui fait que maintenant, nous avons des actifs qui sont moins chers, peut-être potentiellement plus d'opportunités à rentrer à l'heure actuelle, de commencer peut-être à investir de manière proactive, étant donné qu'on va pouvoir acheter plus d'actions pour le même montant, étant donné que les prix sont plus attractifs. Deuxièmement, on a un marché de l'emploi qui est sain. On est quasiment sur un plein emploi. Les employeurs ont encore à l'heure actuelle des difficultés de trouver des talents. Donc ça, généralement, ça vient contrecarrer un petit peu l'aspect récession, parce que il y a plusieurs définitions d'une récession. On peut dire que c'est 2 trimestres consécutifs qui sont dans le négatif, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Mais on a un certain nombre d'autres critères économiques, tels que le plein emploi, qui vient contrecarrer un petit peu la situation que nous vivons. Donc, on a un marché encore très sain à l'heure actuelle aux États-Unis. L'épargne est encore abondante dans les ménages. Il y a encore des trillion dollars aux États-Unis, des ménages américains qui ont été dans les savings. Hein, les gens ont pu économiser un peu d'argent. La classe moyenne et aisée a pu économiser de l'argent. Et maintenant qu'on a moins potentiellement la possibilité d'investir dans l'immobilier de par l'augmentation des taux d'intérêt, et ben, potentiellement, on va commencer à puiser, en termes de l'économie, hein, je parle de la population, on va commencer à puiser dans ses réserves pour garder un petit peu le style de vie. Mais on va voir que d'ici quelques mois, ces réserves-là vont commencer à s'amenuiser et potentiellement être un impact direct sur l'économie et les marges des entreprises qui sont encore à l'heure actuelle stables. Mais d'un point de vue mondial, on peut toujours, entre guillemets, compter sur les États-Unis pour rebondir beaucoup plus rapidement que les autres économies. Donc voilà un petit peu où on en est à l'heure actuelle, qui explique la volatilité. Maintenant, on va voir ensemble, dans cette deuxième partie de notre webinaire aujourd'hui, comment se positionner stratégiquement? Que faire dans cet environnement-là? Donc, deuxième question, comment réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? Donc, pour nous avons 4 solutions pour pouvoir être beaucoup plus proactif que, entre guillemets, ne rien faire et d'être dans l'attentisme. Premièrement, c'est mettre une stratégie d'investissement qui soit réfléchie, d'éviter au maximum les travers comportementaux. Deuxièmement, d'avoir une stratégie qu'on appellerait holistique, qui soit en ligne avec les investissements globaux. D'avoir une approche patrimoniale qui soit globale, à la fois internationale, mais qui va prendre en considération l'ensemble de votre prise de décision. Troisièmement, de créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Faire en sorte que chaque dollar que vous mettez de côté puisse être démultiplié. On va voir comment on peut faire cela, notamment en étant ici aux États-Unis, de la manière la plus optimale possible, peu importe où vous serez à l'avenir. Et enfin, on va utiliser des instruments qui existent ici aux États-Unis, qu'on appelle des Variable Index Annuities ou des Structured Notes, pour à la fois gérer le risque à la baisse, avoir des garanties à la baisse, mais également d'avoir l'upside potentiel du marché, de pouvoir toujours capturer une augmentation potentielle de marché, mais également d'avoir de la protection à la baisse. C'est extrêmement intéressant de tirer avantage de ces instruments-là en ce moment, qui feraient partie de votre portefeuille global, puisque évidemment, on n'a pas de boule de cristal à court terme sur exactement où va pouvoir se retrouver le marché. Mais si on a un certain montant de confort en termes de protection à la baisse, on va être beaucoup plus proactif dans ses finances. On va voir comment on va pouvoir mettre cela en place. Donc, premièrement, commençons par ce premier point. Il s'agit d'avoir une stratégie d'investissement qui soit réfléchie. Si vous pouvez voir sur le graphique sur la gauche, eh ben, le marché, sur le long terme, augmente, il baisse, il augmente, il baisse. Et d'un point de vue émotionnel, en tant qu'investisseur, on peut être attaché et potentiellement ne pas prendre les décisions les plus amènes d'apporter le plus de valeur ajoutée à notre foyer. Et ainsi, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, en 2016, le marché avait généré près de 14%, alors que l'investisseur moyen n'avait généré que 5,5%.
La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de pouvoir prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner. Un des avantages notamment de travailler avec un conseiller financier, c'est vraiment d'éviter toute prise de décision émotionnelle. Cela, sur le long terme, c'est généralement 3% de rendement annuel qui serait recapturé de par prendre des décisions stratégiques au lieu de les prendre de manière émotionnelle. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir une stratégie d'actifs qui soit diversifiée. On parle généralement de 6 à 8 classes d'actifs que nous devrions détenir au sein de notre portefeuille. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir les grandes compagnies américaines, petites compagnies, moyennes compagnies, en termes de taille, d'avoir une exposition sur le marché international, dans différents secteurs, mais également différentes classes d'actifs. L'obligataire des compagnies, ou également de pays ou de municipalités. On aura plusieurs classes d'actifs que l'on va pouvoir choisir. Il s'agit d'être stratégique. En ce moment, notamment, quand on a une certaine difficulté, une certaine volatilité, c'est de privilégier le qualitatif, potentiellement ajouter des commodités également à cela, de l'or par exemple, des commodités, des indexations sur certains cours, que ce soit énergétiques ou autres, mais d'avoir cette diversification globale et également d'être opportun, notamment en ce moment, et d'utiliser ce qu'on appelle les Series I Savings Bonds. On n'en a jamais entendu parler pendant les 10 dernières années, mais en ce moment, il s'agit de potentiellement être opportun et de tirer avantage de ces instruments-là qui existent ici aux États-Unis. Les High Savings Bonds, il s'agit d'avoir un lien avec les États-Unis pour en tirer avantage. C'est quelque chose qui est mis en place par le Trésor américain. Il faut un minimum d'avoir la carte verte ou être américain pour pouvoir en bénéficier. Mais si c'est le cas, vous pouvez vous connecter directement sur le site du Trésor américain, treasurydirect.gov, et ouvrir un compte directement sur le site du Trésor. Vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les Series I Savings Bonds, qui sont garantis à 100% par le gouvernement américain. Le taux de rendement actuel est de 9,62%, qui est encore disponible jusqu'à la fin octobre. Pourquoi est-ce que ce taux est tellement intéressant? C'est qu'il est indexé sur l'inflation. L'inflation étant très élevée à l'heure actuelle, les rendements le sont également. On n'en a jamais entendu parler dans les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que l'inflation étant faible, les taux de rendement n'étaient pas attractifs pour pouvoir en bénéficier. Il s'agit d'être opportun et de potentiellement tirer avantage de cela si nous avons des liquidités à placer et à diversifier son portefeuille. 9,62%, ça va durer 6 mois. Tous les 6 mois, ce taux est recalculé. Tant que l'inflation est élevée, on a une très forte probabilité que ce taux reste d'actualité en termes d'un niveau assez élevé. Mais il s'agit de rester un minimum 12 mois. Donc l'argent est bloqué pendant 12 mois. On peut le sortir après, à tout moment. Si on sort l'argent avant 5 ans, on doit les 3 derniers mois en termes de pénalité. Si on sort l'argent après 5 ans, nous n'avons plus de pénalité. Mais imaginez que vous générez du 9,62% et qui récupère les 3 derniers mois, 3/4 de 9,62% à l'issue des 12 mois, par exemple, c'est quand même un taux d'intérêt extrêmement intéressant puisque garanti par le gouvernement. Une astuce également, si on sort l'argent pour l'éducation supérieure des enfants, ce qui sortira, le rendement généré seront également défiscalisés au fédéral. Plutôt intéressant également. Donc, n'hésitez pas à vous connecter directement sur le site du Trésor, www.treasurydirect.gov, et de vous renseigner un peu plus sur les High Savings Bonds, ou n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on puisse faire cela ensemble. Donc, diversification du portefeuille, différentes classes d'actifs, et notamment également les High Savings Bonds en ce moment. Le maximum est de $10 000 par personne par an. On peut également le mettre sur le nom des enfants, ou sinon, si on souhaite mettre un tout petit peu plus par an, vous pouvez également mettre votre tax return à l'intérieur dedans. Mais voilà, une astuce assez opportune pour la diversification de son portefeuille à l'heure actuelle. Dans un troisième temps, on a parlé de vélocité patrimoniale, de faire en sorte que chaque dollar que l'on mette de côté puisse pouvoir jouer plusieurs rôles en même temps. Alors, commençons déjà par la base. Pour créer de la valeur patrimoniale, pour nous n'avons que 3 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Premièrement, c'est de faire de l'épargne pendant une très longue période de temps. À l'heure actuelle, si vous mettez de l'argent à la banque et que vous attendez, malheureusement, il va falloir de nombreuses années pour pouvoir doubler son argent. Mais la qualité, généralement, de nous, Français, c'est qu'on est ce qu'on appelle des world-class savers. On met une partie de nos économies de côté
Et si on fait ça pendant une très longue période de temps, on va pouvoir faire grandir notre valeur de patrimoine. Mais les deux manières de pouvoir créer la valeur patrimoniale exponentielle, pour nous, il n'y a que deux manières. Un, c'est ce que j'appelle ownership, c'est-à-dire qu'on détient sa propre entreprise, ou on détient des parts d'une entreprise sur le marché privé ou sur le marché public, telles que les actions. Et dernièrement, c'est de l'immobilier. C'est la partie immobilière que nous aimons, notamment en tant que Français. La pierre, évidemment, c'est quelque chose qui nous parle. Donc, à la fois, ownership and real estate va permettre de créer de la valeur patrimoniale sur le long terme. Évidemment, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais sur le long terme, on va pouvoir créer potentiellement de la valeur exponentielle. Et quand on commence à se diversifier, l'idée, c'est de pouvoir avoir un maximum d'efficacité patrimoniale, de créer ce que j'appelle un haut degré de vélocité. Alors, pour définir le mot vélocité, je prends généralement l'exemple de la vélocité de la monnaie au niveau d'un pays, qui est tout simplement le ratio entre le PIB, le produit intérieur brut, donc la masse, la richesse créée par le pays, sur la masse d'argent disponible. Si on assume que la masse d'argent disponible est fixe, plus le PIB est intéressant, plus le PIB est grand, plus ce ratio va pouvoir mettre en exergue le fait que ce pays va avoir une certaine vivacité. Il va faire en sorte que $1 dans la poche de quelqu'un va pouvoir passer à la poche de l'autre, qu'il y a des services et des produits qui sont achetés et vendus par les individus et les entreprises, il se passe quelque chose d'intéressant au niveau du pays. Et l'objectif, c'est qu'au niveau de notre propre foyer, si on peut faire en sorte que quand on met $1 de côté, que ce dollar puisse jouer plusieurs rôles en même temps et ainsi démultiplier notre stratégie patrimoniale. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça de manière la plus optimale possible ici aux États-Unis. Donc pour ce faire, il s'agit dans un premier temps de créer une stratégie qui soit la plus optimale possible en termes de cash flow system. Donc pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. Donc quand on se lève le matin, on crée de la valeur patrimoniale que j'appellerais cash creation. On se lève le matin, on gagne de l'argent. Toutes les 2 semaines, on a un direct deposit qui va être mis quelque part, dans ce que j'appellerais une warehouse, qui va être capturé, ce que j'appellerais cash capture, et qui va généralement être matérialisé par une banque. On va déposer notre argent à la banque, et comme la banque ne nous rémunère pas grand-chose, on va se poser la question, comment est-ce que je peux trouver des solutions patrimoniales pour faire augmenter la valeur de mon patrimoine et faire face à l'inflation et ainsi de suite, mais avoir de l'argent de côté pour pouvoir potentiellement avoir une retraite à terme. Donc l'idée est de trouver des solutions que j'appellerais de cash flow creation. Et là, c'est par exemple les solutions donc, de l'investissement immobilier, le marché financier, etc., qui va nous créer des intérêts, des dividendes, des revenus, créer un cercle vertueux pour qu'à terme, quand on souhaite s'arrêter de travailler, eh ben, notre patrimoine puisse prendre le relais et de créer des revenus pour le reste de notre vie. J'imagine que vous me suivez d'un point de vue théorique. Et également, au-dessus, c'est ce que j'appellerais cash protection. Ce sont toutes les solutions patrimoniales pour pouvoir protéger notre système pour le reste de notre vie. C'est absolument fondamental dans notre practice à USA France Financials. Quand on va parler avec un de nos clients, on commence toujours par l'aspect protection parce que pour nous, ça ne sert à rien de mettre $1 de côté si on peut tout perdre du jour au lendemain, et surtout aux États-Unis. C'est pour ça que revoir ses documents testamentaires, l'assurance décès, invalidité, d'avoir une umbrella policy aux États-Unis, la responsabilité civile qui est quasiment automatique en France, qui ne l'est pas aux États-Unis. Généralement, on a une assurance pour la voiture, pour la maison, mais il s'agit d'avoir une umbrella également. Tous ces facteurs vont faire en sorte que, quoi qu'il arrive, en cas de procès, en cas de décès, en cas d'invalidité, de problème de santé, notre patrimoine va pouvoir continuer à grandir dans le bon sens, quel que soit l'impact externe à notre stratégie patrimoniale. Donc, on va mettre au-dessus ce cash protection. Je pense que vous me suivez au niveau de ce graphique. Et généralement, et dites-moi si je me trompe, mais on nommait, stratégiquement parlant, d'optimiser cette partie-là, la partie cash capture. On commence à prendre des décisions patrimoniales à partir du moment qu'on a des liquidités disponibles et on se dit peut-être je vais mettre l'argent dans l'immobilier, peut-être je vais le mettre sur le marché, dans mon 401k, etc. Alors que pour moi, la meilleure institution au monde pour la gestion de leur cash, c'est une banque. Pour moi, il n'y a pas meilleur qu'une banque pour la gestion opérationnelle de leur liquidité. Évidemment, si vous déposez $1 à la banque, ils ne vont pas se frotter les mains et ne rien faire de cet argent. Ils vont pouvoir prêter cet argent à quelqu'un d'autre. Donc, d'un point de vue basique, on dépose notre argent à la banque, on est rémunéré par exemple 1%, et pendant que cet argent est déposé, cet argent est prêté à quelqu'un d'autre, par exemple à 4%. Si cet argent est sur la base de leurs fonds propres,
leur rendement, c'est 4 moins 1%, c'est 3%. Mais si c'est sur la base des dépôts, on pourrait argumenter tout simplement que comme la banque n'est que intermédiaire dans la relation, par exemple, si votre banque, c'est Bank of America, mais que vous avez déposé votre argent dans une autre banque, cette banque-là ne pourra pas, évidemment, utiliser ce type de système intermédiaire. Et donc, on pourrait argumenter qu'en fait, le vrai rendement sur les dépôts d'argent est plus proche de 300% de rendement. Et en plus, on est dans un système de nos jours de ce qu'on appelle fractional banking, qui fait en sorte que pour chaque dollar de dépôt, la banque peut notamment pas seulement prêter $1, mais peut en prêter quasiment $15, voire 10, et ainsi démultiplier encore une fois ses rendements derrière. Donc vraiment, la banque a une gestion opérationnelle de leur cash qui est absolument fabuleuse. Et l'objectif, c'est de faire en sorte de squeezer un maximum la banque et de faire en sorte de pouvoir créer sa propre banque familiale d'un point de vue stratégique. Alors évidemment, on ne va pas créer une banque brick and mortar avec son nom dessus, mais de faire en sorte de trouver un système où on va pouvoir trouver un système de dépôt d'argent et de financement de ces activités à rendement pour recapturer ce que la banque capture en fait pour nous au quotidien. Et donc, dans l'analyse globale et internationale des options patrimoniales qu'on a à notre disposition, nous avons pu mettre en exergue un actif qui va pouvoir jouer ce rôle de banque familiale qu'on appelle le WALI, ce qu'on appelle un Wealth Accumulation Life Insurance. C'est un instrument d'assurance vie ici aux États-Unis qui va nous permettre de jouer ce rôle stratégique de gestion opérationnelle de notre cash. On va déposer de l'argent et en aval, on va pouvoir utiliser ces liquidités-là pour investir dans l'immobilier, dans d'autres classes d'actifs et démultiplier notre stratégie. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cet actif? C'est parce que celui-ci a 12 attributs. Faisons un petit point ensemble sur ces 12 attributs. En plus d'avoir une épargne disponible, nous avons une assurance décès en plus qui est attachée. C'est-à-dire qu'un jour, nous décéderons et un jour, un montant supérieur à notre épargne sera donné aux bénéficiaires que nous aurons choisis, notre époux ou épouse ou nos enfants. Et on va voir qu'il y a un certain nombre d'avantages fiscaux à le faire, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, on garde nombreux des avantages financiers, fiscaux et légaux, peu importe où on sera dans le monde. C'est un actif qui est extrêmement portable et flexible, peu importe où on sera dans le monde à l'avenir. On a une liquidité et un contrôle de cet argent. On a une croissance garantie par contrat. Il n'y a aucune année négative. C'est garanti d'augmenter chaque année. En plus de cela, nous avons accès à des dividendes qui sont annuels, qui sont non garantis. Mais on va aller avec des compagnies mutuelles d'assurance qui vont faire en sorte qu'en ce moment, on va générer entre 3 et 5% de rendement net de frais, net d'impôts. Donc, ça équivaut entre 4,5 et 6,5% de rendement équivalent, étant donné que les taux d'intérêt sont encore bas à l'heure actuelle. Si les taux d'intérêt augmentent, ces dividendes vont augmenter également à l'avenir. Nous avons 150 ans de data, ça existe depuis les années 1860, pour pouvoir montrer qu'il y a une grosse corrélation entre les taux d'intérêt directeurs et les rendements internes de ce type d'instrument. On a des avantages fiscaux. Quand on met $1 dedans, il n'y a plus jamais d'imposition derrière, à la fois dans l'utilisation des fonds, mais également lors du décès, peu importe où on sera à l'avenir. On a des limites élevées de contribution. C'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. Il y a protection contre d'éventuels créditeurs dans la majorité des États. On peut y ajouter certaines options en cas d'invalidité ou de soins dépendance, par exemple dans les EHPAD, etc. À l'avenir. Un jour, potentiellement, on va devoir faire appel à des maisons médicalisées. On peut tirer avantage de ce type d'instrument pour faire face à ce type de risque. Et pour moi, d'un point de vue stratégique, les 3 derniers points jouent un rôle absolument clé. Le fait que ces instruments-là sont collatéralisables, qu'on a des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement de prêt. Et on va voir comment ça va se matérialiser. Donc déjà, premièrement, si on ne faisait rien d'autre que mettre de l'argent dans ce WALI, qu'on appelle également Cash Value Life Insurance, donc cette assurance vie américaine, voilà ce que l'on aurait. On a un rendement qui est attractif, 3 à 5% sur le long terme, net de frais, net d'impôts. C'est ininterrompu et c'est exponentiel. C'est ce qu'on appelle True Compounded Growth. C'est garanti d'augmenter puisqu'il n'y a aucune année négative. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir compter. C'est un très bon substitut à la fois du cash à la banque, mais également des obligations sur le marché financier de par sa capacité à générer des rendements équivalents, mais avec beaucoup plus d'avantages fiscaux et protection de la famille et ainsi de suite. Donc, très bon substitut à la fois du cash et des obligations. Et si on prend une décision patrimoniale d'ajouter ces instruments juste pour cela, ce serait déjà une très belle prise de décision. Mais là où ça commence à être intéressant, c'est dans le système de cash flow optimisé que j'ai présenté lors de mon graphique initial. On se lève le matin, on crée de la constitution de la trésorerie. Et au lieu de le mettre stratégiquement à la banque, on va le mettre stratégiquement dans son WALI dans un premier temps, qui lui va augmenter de manière exponentielle pour le reste de notre vie,
à 3 à 5% de rendement sur le long terme, stratégiquement parlant. Et en parallèle, on va y attacher ce qu'on appelle une IBLOC, Insurance-Based Line of Credit, qui va nous permettre d'accéder à 95% de notre épargne. D'un point de vue personnel, j'utilise évidemment ce type de système-là et je suis arrivé maintenant à l'heure actuelle où ma Cash Value Life Insurance se retrouve à peu près à 500 000 $. J'en ai à la fois sur moi, sur ma femme, sur mes enfants également. Mais je vais avoir une seule ligne de crédit attachée à l'ensemble des contrats d'assurance vie pour l'ensemble de ma famille. Et je peux accéder, grâce à une ligne de crédit que j'ai mis en place de 95% de 500 000 $, donc c'est-à-dire que j'ai une ligne de crédit de 475 000 $ qui est disponible. Et je peux en faire ce que j'en veux, stratégiquement parlant. Je peux l'utiliser pour investir dans l'immobilier notamment. Je peux l'investir dans mon propre business ou pour faire face à d'autres dépenses. L'éducation des enfants notamment. Il existe des plans 529 ici aux États-Unis qui potentiellement ne seraient pas adaptés à nous, Français des États-Unis, parce que nous ne savons potentiellement pas pour sûr si nos enfants iront dans le système américain. Ils vont peut-être aller au Canada, à Montréal par exemple, ou potentiellement en France. Et dans ce cas-là, ce type de plan ne fonctionnerait pas de manière optimale. On peut trouver d'autres solutions stratégiques, dont notamment ce type de système et de stratégie-là. Donc, combien ça coûterait évidemment de tirer avantage de cette ligne? En ce moment, on peut emprunter à 3%, qui lui est potentiellement déductible d'impôt si on l'utilise pour sa propre entreprise. Donc, on a un rendement interne de 3 à 5%, pendant que l'utilisation à 3% des fonds fait qu'on va pouvoir investir derrière et potentiellement, si on investit sur le marché financier ou immobilier, par exemple sur l'immobilier, on peut être par exemple, je sais pas, avec un rendement de 7 à 8% derrière, ce qui fait qu'on a 2 rendements pour le prix d'un. Et c'est le même dollar que l'on positionne là-dedans qui est utilisé une deuxième fois. Donc, chaque dollar va pouvoir jouer 2 rôles en même temps et ainsi démultiplier sa stratégie patrimoniale. L'avantage de cela, c'est que le sous-jacent, le Wally, est garanti d'augmenter. On ne prend pas de risque stratégique sur le sous-jacent. On peut toujours compter sur cet argent, que le marché soit en hausse ou que le marché s'effondre. On pourra toujours compter sur ces fonds pour tirer avantage d'opportunités. On va en parler dans un deuxième temps. Mais évidemment, si on investissait dans l'immobilier stratégiquement parlant, l'idée, c'est potentiellement de l'utiliser uniquement pour le down payment. Voilà un petit peu, d'un point de vue stratégique, à quoi ça ressemblerait. On se crée sa constitution de trésorerie, on dépose son argent dans son Wally. Grâce à notre IBLOC, on va l'utiliser, par exemple, pour le down payment du bien immobilier. Par exemple, les 20% d'apport pour faire l'achat immobilier. Parce que stratégiquement parlant, quand on achète le bien immobilier et qu'on fait un apport, par exemple, de 20%, stratégiquement parlant, il s'agit de ne jamais mettre l'apport en cash. Pourquoi? Parce que quand l'apport est fait en cash, le cash maintenant est bloqué dans le bien immobilier. Il ne va plus pouvoir générer des petits sur notre patrimoine. Il va être bloqué maintenant dans le bien immobilier. Il va toujours jouer son rôle dans le bien, mais il va être bloqué. Alors que si on laisse l'argent au travail à 3 à 5% en plus que cet argent-là est maintenant au travail dans le bien immobilier, on va pouvoir être beaucoup plus leveragé, utiliser l'argent de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire l'argent de la compagnie d'assurance ou de la banque avec le mortgage, avec ce prêt immobilier de 80% ici derrière, qui va permettre de faire travailler donc l'argent de quelqu'un d'autre pour la constitution de notre patrimoine à nous, de générer des revenus, de remettre ces revenus à l'intérieur, de faire grandir et ainsi de suite. Et on crée évidemment une spirale positive sur le long terme. L'avantage également, c'est évidemment le compounding effect, puisque quand on crée sa propre banque familiale, ce compounding effect continue d'augmenter pour le reste de notre vie, alors que si on faisait les apports en cash, évidemment, on resterait flat. Et c'est ça la grande différence, c'est de recapturer ce qu'on appelle le coût d'opportunité ou le time value of money d'un point de vue de terme financier. Voilà pour le point numéro 3, c'est de créer de la vélocité patrimoniale. N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, puisque évidemment c'est un sujet à la fois passionnant, mais également assez stratégique à devoir mettre en place dans la stratégie globale de votre stratégie patrimoniale. Le dernier point, c'est d'utiliser des instruments tels que les capital annuity et également ce que j'appelle les produits structurés. Et notamment, sachez qu'on utilise ces capital annuity généralement au sein des programmes de retraite. Le jour où vous partez de votre employeur et que vous avez un 401k, votre 401k maintenant a un certain nombre d'options à sa disposition, comme on peut le voir ici. Vous pouvez le laisser où il est. Vous pouvez le transférer vers le nouveau 401k de votre nouvel employeur. Vous pouvez sortir les fonds, mais potentiellement à la fois payer des pénalités si vous sortez l'argent en 59 ans et demi, mais également vous devez payer de l'impôt évidemment sur chaque dollar qui sortirait du 401k. Ou bien vous pouvez faire ce qu'on appelle un rollover dans un IRA, Individual Retirement Account, dans lequel on peut y mettre ce que l'on veut. On peut mettre des investissements, bien évidemment, mais également on peut mettre des annuities. On va prendre l'exemple, il existe plein d'annuities, mais on va utiliser
quelque chose qui existe depuis à peu près une cinquaine d'années, 5 ans à peu près, qu'on appelle les Capital Annuity ou Variable Index Annuity. À quoi est-ce que ça ressemble? L'objectif de ces instruments-là, c'est de pouvoir faire augmenter la valeur de votre capital avec de la protection à la baisse. Je vais vous montrer de manière concrète ce qui existe sur le marché à l'heure actuelle. Et voilà comment ça fonctionne. Si vous positionnez par exemple 100 000 $, donc par exemple, vous imaginez que vous aviez un 401k, vous partez de votre employeur, vous le transférez vers un IRA et au sein de l'IRA, vous positionnez un capital annuity. Voilà à quoi ça ressemblerait. Vous positionnez par exemple 100 000 $ dedans, peu importe le montant. Vous êtes investi sur 6 ans. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rester 6 ans dans l'instrument et à terme, à l'issue des 6 ans, on va pouvoir avoir toutes les options de nouveau à notre disposition, de repartir sur Capital Annuity, de repartir sur un portefeuille diversifié, mais l'instrument dure 6 années. On va être 100% investi sur le S&P 500, sur le marché américain. Peu importe sa tolérance au risque, qu'on soit conservateur ou pas, on va être 100% agressif sur le marché américain notamment. Et pourquoi est-ce qu'on va pouvoir se permettre d'être 100% agressif et d'aller chercher un maximum du rendement? C'est parce qu'on va avoir de la protection à la baisse. Donc en ce moment, on peut choisir des degrés de 10% de protection, 20% de protection à l'issue des saisons, voire même plus. Je vais prendre l'exemple par exemple de 10% de protection. Le marché ayant perdu entre 20 et 25% depuis déjà le début de l'année, et qu'il faut savoir que le S&P 500, le marché américain, n'a jamais perdu plus de 20% en 6 ans dans toute son histoire, et qu'il a déjà perdu quasiment 20% en 6 mois. Si on commençait maintenant, la probabilité, en tout cas d'un point de vue statistique, on n'a quasiment aucune chance d'un point de vue statistique de perdre de l'argent dans les 6 années à venir. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais d'un point de vue statistique, ça peut vraiment avoir le coup d'un point de vue stratégique de rentrer à l'heure actuelle. Donc, je prends l'exemple de moins 10% de protection, c'est-à-dire que, imaginons qu'à l'issue des 6 ans, le marché a perdu 8%, on n'a rien perdu. Si le marché a perdu 12, on a perdu 2. Si le marché avait perdu 23, on aurait perdu 13, et ainsi de suite. Les premiers 10% sont complètement protégés. À l'inverse, si maintenant le marché est en hausse, on va potentiellement se dire, si on a la protection à la baisse, on a peut-être un cap à la hausse. Et en fait, ce n'est pas le cas. Le cap est illimité. On a un potentiel illimité de rendement, et ça va même être mieux que ça. C'est-à-dire que sur les premiers 20% de rendement, on va avoir 100% de participation. C'est-à-dire que si le marché à l'issue des 6 ans a généré 18%, on a généré 18%. Mais si le marché a généré plus de 20% sur la partie supplémentaire, supérieure à 20%, on aura un booster de rendement puisqu'on a maintenant 105% de participation. Exemple concret, imaginons qu'à l'issue des 6 ans, le marché a pris 120%. On prend donc 20% pour les premiers 20% et sur les 100% suivants, on va prendre 105% de rendement pour un total de 125%. Donc, on aura un booster de rendement. Donc, je répète, on est 100% investi sur les marchés avec de la protection à la baisse, mais également un booster de rendement à la hausse et pour un frais qui est assez compliqué à comprendre, mais qui est un frais qui est de 0%. 0% pour être investi, 0% pour être protégé, 0% pour être boosté, ce qui permet de réduire à la fois le coût global de notre stratégie d'investissement, mais également d'avoir beaucoup plus de protection que d'être nu complètement, être complètement sur le marché et n'avoir aucune protection à la baisse et pas de booster à la hausse. Les structured notes, c'est un petit peu exactement la même chose, c'est juste que les structured notes, on va l'utiliser avec des liquidités qui sont en dehors des comptes de retraite. On va utiliser généralement les capital annuity pour les comptes de retraite. Et si vous avez de l'argent en dehors des comptes de retraite, on va utiliser un portefeuille qui est diversifié, qu'on a vu avant, avec différentes classes d'actifs. On va utiliser les high savings bonds, un portefeuille managé, différentes classes d'actifs. Et on va ajouter de manière stratégique les structured notes pour pouvoir avoir de la protection à la baisse et booster les rendements à la hausse. C'est quasiment exactement la même chose que les capital annuity. C'est juste, on va savoir où les positionner dans la stratégie globale. Voilà le 4e et dernier point sur comment gérer le risque au sein de votre stratégie patrimoniale. Maintenant, on va essayer d'aborder le fait de comment être beaucoup plus proactif quand on a une baisse des marchés. Au lieu d'attendre tout simplement, il s'agit d'être dans une position de force. Et voici la solution. Il s'agit de mettre en place une stratégie qu'on appelle à 2 vitesses. La première vitesse est-elle investie en permanence sur le marché financier et immobilier. Pour rappel, je reviens à ce que j'ai dit en premier lieu. Il n'y a que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Un, c'est ce que j'appelle ownership. Et deuxièmement, real estate, l'immobilier. Donc, avoir détenir des actions
et l'immobilier va nous permettre de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. L'objectif minimum à long terme, c'est générer ces 7 à 8% minimum. Si vous ne souhaitez pas générer ce type de rendement-là de manière linéaire sur le long terme, ça ne sert à rien d'être positionné sur le marché financier immobilier, puisque d'autres classes d'actifs peuvent faire l'affaire. On l'a déjà vu ensemble, le Wally notamment, 3 à 5% de rendement net de frais, net d'impôts, ça équivaut entre 4,5 et 6,5% de rendement équivalent sans prendre le risque de marché. Donc ça ne sert à rien d'être exposé au risque si on ne souhaite pas générer ce type de rendement-là. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, même si l'objectif est linéaire, la réalité du marché financier et ou immobilier, c'est qu'il y a des hauts et il y a des bas. Ça fait 35 ans qu'on est dans ce qu'on appelle de new normal, d'expansion, crash, expansion, crash. Il y a des phases d'expansion, des phases de récession, des phases d'augmentation, de récession. Généralement, les phases de récession sont beaucoup plus courtes que les phases d'expansion. On est en train de vivre, on est au début potentiellement de ces phases de récession qui va nous permettre potentiellement de tirer avantage de cette opportunité. Donc l'objectif déjà dans un premier temps, c'est d'avoir cet argent-là qui est investi. Un Américain moyen, par exemple, qui a 300 000 $ par exemple, dans son 401k, on est en 2007-2008, le marché s'effondre, il perd 57%, cette personne est diversifiée, ne perd que 33%, et il se retrouve avec 200 000 $. Stratégiquement parlant, il ne faut surtout pas sortir à ce moment-là, parce que sinon, on ne va pas réaliser les plus-values du rebond qui va suivre derrière. La problématique de l'Américain moyen, c'est qu'il est fullement investi. Il maximise son 401k, il investit dans l'immobilier, il essaie de repayer plus rapidement le prêt immobilier. Et quand on arrive dans cette zone fatidique, qui sont les 5 années après la retraite et les 5 années avant la retraite, cette zone de 10 ans, s'il arrivait quoi que ce soit tel qu'un crash majeur, eh bien, tout ce qu'on a pu accomplir en phase d'accumulation va être annihilé pour le reste de notre vie si on souhaite garder le style de vie pour le reste de notre vie. Donc, généralement, par défaut, les personnes qui sont dans leur 401k vont augmenter la partie obligataire du portefeuille pour réduire la volatilité. Alors, pourquoi est-ce que les gens font ça? Parce qu'il n'y a aucune stratégie proactive d'investissement qui a été en place et sont par défaut obligés de réduire la volatilité parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre beaucoup trop d'argent dans cette zone fatidique pour pouvoir garder le potentiel style de vie à la retraite. Mais si on a l'opportunité d'attendre, qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, eh ben, l'idée c'était d'attendre. Mais ce qui s'est passé entre 2007 et 2017, c'est ce qu'on appelle de lost decade. Les gens ont perdu 10 ans d'investissement. Et c'est pour ça qu'il est absolument fondamental d'avoir une deuxième vitesse qui, elle, est non corrélée au marché financier immobilier et qui va nous permettre à la fois de gérer le risque de manière optimale, mais également de tirer avantage d'opportunités quand elles arrivent. Et ainsi, il y a 2 classes d'actifs qui sont simples à comprendre. Un, c'est d'avoir du cash à la banque. Et là, si on a du cash, on peut tirer avantage de cette opportunité en le mettant au travail. Mais pour moi, il y a 2 problématiques le cash à la banque en ce moment. Un, c'est l'inflation. Et donc, on perd en pouvoir d'achat en permanence. Et deuxièmement, quand vous avez du cash à la banque, qui gagne de l'argent sur votre dos? C'est la banque. Et on essaie de squeezer ça un maximum pour faire en sorte que votre argent puisse travailler pour vous et votre famille. Donc oui, du cash à la banque, c'est important. D'avoir généralement 6 à 12 mois de dépenses devant pour voir venir, c'est ce qu'on appelle le matelas de sécurité. Mais au-delà, c'est là où notamment ce Wally va rentrer en jeu pour pouvoir avoir plus de rendement en interne, de faire en sorte que cet argent puisse faire face à l'inflation à long terme et de toujours garder ses liquidités disponibles pour pouvoir tirer avantage d'opportunités. Si on avait 150 000 $ par exemple en cash Wally, rien ne nous empêche par exemple d'investir 100 000 $ ici quand il y a une opportunité d'investissement qu'on est en train potentiellement de vivre. La réalité, d'un point de vue empirique, c'est que personne ne sait quand on est au plus bas du marché. Est-ce qu'on est au plus bas aujourd'hui? Est-ce qu'on sera au plus bas dans une semaine, dans un mois? Personne ne sait pour sûr. Je n'ai pas de boule de cristal, vous non plus. Mais nous, en tant que conseiller financier, on va regarder un certain nombre d'indicateurs qui vont nous dire on va se positionner à l'achat à un moment donné, mais on ne va pas faire cela d'un coup. On va mettre en place à ce moment-là une stratégie qu'on appelle le dollar cost averaging. On ne va pas mettre 100 000 $ d'un coup, on va peut-être mettre 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois pour simplement être positionné de manière optimale et de tirer avantage de cette anomalie de marché et d'avoir la moyenne de ces 10 mois et de tirer avantage du rebond qui va suivre ici. Quand on est confortable sur ce qu'on a pu récupérer, on repositionne ses liquidités au chaud et on est revenu sur nos pieds beaucoup plus rapidement. En 2007-2008, ça nous aura pris 2 à 3 ans au lieu d'attendre beaucoup plus longtemps. Et ainsi, ce qui s'est passé entre 2010 et 2022, le marché a été phénoménal. Il a généré entre 13 et 14% par an sans avoir besoin de battre le marché. Il s'agissait tout simplement d'être investi sur le marché. Donc, une stratégie à 2 vitesses, à la fois toujours en permanence tirer avantage de ce qui se passe sur le marché financier et immobilier, rester investi là-dessus, mais également d'être proactif pour pouvoir tirer avantage d'opportunités comme on est en train de le vivre à l'heure actuelle et de mettre en place cette stratégie qu'on appelle de dollar cost averaging. Voilà pour la question 3. Et je vais conclure aujourd'hui, enfin avant que je fasse la conclusion finale de ce webinaire, la dernière chose que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est comment réduire l'impact fiscal au niveau du portefeuille. Parce que
Quand on est investisseur, il y a 3 choses qui sont importantes. Premièrement, c'est maximiser le rendement par unité de risque. Et également avec votre degré de confortabilité envers ce qu'on appelle l'environnement, l'impact sociétal, de gouvernance d'entreprise. Évidemment, ça c'est très personnel. Le plus potentiellement vous avez d'impact, évidemment, sera le meilleur pour le monde dans lequel nous vivons. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de réduire l'impact des frais. Et troisièmement, c'est de réduire l'impact fiscal pour pouvoir maximiser le rendement net derrière. Donc de pouvoir garder un maximum d'argent dans votre poche. Pour ce faire, nous avons 4 solutions à votre disposition. Premièrement, c'est de tirer avantage de comptes avantageux ici aux États-Unis. Nous avons des comptes de retraite, 401k, IRA, Roth 401k, Roth IRA. Nous avons des comptes avantageux pour l'éducation, plan 529. Nous avons également des comptes avantageux pour des dépenses liées aux frais médicaux, HSA, FSA, etc., qui va nous permettre de pouvoir mettre de l'argent de manière plus optimale face à l'inflation. Deuxièmement, c'est d'utiliser des instruments fiscalement intéressants. Par exemple, les obligations municipales aux États-Unis, ce qu'on appelle les muni bonds, qui deviennent très attractives en ce moment de par l'augmentation des taux d'intérêt. On va potentiellement pouvoir en discuter si vous le souhaitez. Deuxièmement, c'est le WALI, on en a vu ensemble. C'est l'argent qui est après impôt, déféré fiscalement, et l'utilisation du cash peut se faire défiscaliser également, peu importe où on est dans le monde. Intéressant de tirer avantage de cela. Quand on met $1 dedans, plus jamais d'imposition derrière. Troisièmement, d'optimiser le positionnement des actifs au sein des comptes. C'est tout simplement, si vous avez des comptes qui sont déférés fiscalement et vous avez des fonds qui sont taxables chaque année, donc un compte d'investissement classique, il serait potentiellement plus opportun de détenir par exemple les obligations qui créent un impact sur le revenu au niveau de la fiscalité que l'on mettrait dans les comptes déférés pour réduire l'impact fiscal global. C'est un petit peu contre-indicatif parce que généralement, comme on a un horizon d'investissement plus élevé, on va avoir potentiellement moins besoin d'obligations pour gérer le risque puisqu'on a un horizon plus élevé. Mais attention, il faut s'asseoir, regarder les choses de manière holistique et de faire en sorte d'avoir l'allocation la plus adaptée étant donné votre stratégie globale. Et enfin, de nos jours, on peut tirer avantage de l'intelligence artificielle qui nous permet de réduire l'impact fiscal sur le portefeuille au quotidien. Et non pas à la fin de l'année, parce qu'à la fin de l'année, de manière préhistorique, grosso modo, vous aviez des gains sur le portefeuille. Si vous aviez des moins-values latentes à la fin de l'année, l'idée, c'était de réaliser ces moins-values pour réduire l'impact fiscal. Maintenant, ça se fait au quotidien. Si, par exemple, vous avez des moins-values de marché, il y a des ventes proactives qui sont réalisées pour créer en fait des moins-values de marché proactives qui contrecarreraient potentiellement un impact fiscal positif et ainsi réduire l'impact fiscal. C'est 1%. De manière empirique, c'est 1% de rendement annuel qui est recapturé, qui serait perdu en impôts. On fait évidemment bénéficier notre clientèle de ce type de technologie. Voilà pour ce webinaire. La conclusion, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus puisque vous aurez l'opportunité de revoir ce webinaire, mais je vais conclure sur l'aspect d'allocation globale de votre portefeuille avant que je passe aux questions et à quoi cela ressemblerait et qui va résumer ce que j'ai pu discuter avec vous aujourd'hui. Voilà, d'un point de vue global, l'allocation qui aurait du sens à tenir. Premièrement, c'est d'avoir votre WALI, qui est au noyau de votre stratégie globale, puisque vous allez pouvoir l'utiliser comme votre propre banque familiale, qui pourra vous servir à la fois en phase d'accumulation, en phase de retraite et d'un point de vue successoral. Dans d'autres webinaires, on parlera de l'aspect retraite, de stratégie de retraite. Il y a 3 stratégies de retraite qui sont à notre disposition. Une stratégie dite à la française, probability-based, mais également ce qu'on appelle de flooring et de bucketing. N'hésitez pas à revoir, de vous connecter au prochain webinaire qu'on aura ensemble, notamment à travers l'UFE, pour pouvoir en apprendre plus sur les stratégies de retraite. Mais cet instrument-là va jouer un rôle clé à la fois en phase d'accumulation, retraite et successorale. Donc, c'est le noyau de la stratégie. Puis, on va rajouter les actifs qui ont des garanties. Donc, on aura du cash. Pour rappel, le cash est important, 6 à 12 mois de dépenses. À l'heure actuelle, il existe des comptes courants, en plus de ce qu'on appelle les High Yield Savings Accounts, il existe des comptes courants qui puissent rémunérer 1,8%. Ça existe. Comme ça, votre cash est au travail. Également, potentiellement, utiliser des comptes de savings, ce qu'on appelle High Yield Savings, pour que votre cash fonctionne un peu plus que zéro, potentiellement, à la banque. Deuxièmement, on l'a vu ensemble, utiliser les High Savings Bonds, garantis par le gouvernement américain, qui génèrent en ce moment du 9,62% de rendement. On a les Structured Notes, qui vont jouer un rôle assez plus en plus stratégique, surtout en ce moment qu'on a beaucoup de volatilité pour gérer le risque à la baisse et maximiser le rendement à la hausse. Et évidemment, on l'a vu ensemble aussi, les Capital Annuity. L'ensemble de ces actifs ici
vont avoir un certain nombre de garanties qui fait qu'on va pouvoir être beaucoup plus confortable pour maximiser le rendement et minimiser le risque. Et puis, évidemment, on va aller dans les différentes classes d'actifs pour aller chercher le rendement. Donc, créer sa propre entreprise, d'avoir son propre business, de pouvoir investir sur le marché financier avec ce qu'on appelle un managed account, compte d'investissement sur les marchés, diversifier 6 à 8 classes d'actifs en lien avec votre tolérance au risque, votre capacité à prendre du risque, qu'on va pouvoir réévaluer année après année. L'immobilier, bien évidemment. Le rendement potentiel dans l'immobilier se fait notamment, par les avantages fiscaux, mais deuxièmement et surtout par l'effet de levier. Et dernièrement, si on commence à être bien diversifié, on peut aller taper dans d'autres classes d'actifs qu'on appelle le private equity, le venture capitalisme et les aspects alternatifs tels que les commodités, etc., qui viendront s'ajouter à cela. Voilà à quoi ressemble votre allocation d'actifs d'un point de vue stratégique pour pouvoir être le mieux positionné, d'être proactif, surtout quand on est dans une phase de récession, pour que votre portefeuille soit qualitatif, mais également de tirer avantage d'opportunités, quand bien même vous avez l'opportunité de pouvoir le faire. Voilà la conclusion de ce webinaire pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent. Vous avez la possibilité de revoir ce webinaire qui vous sera directement envoyé. Si vous souhaitez prendre contact avec moi, n'hésitez pas. Vous avez ici l'accès direct à mon calendrier. Qui est directement ici. Et je vais maintenant passer aux questions. Donc, je vais ouvrir la boîte à questions et essayer de pouvoir y répondre. Alors, une première question de Jean-Marie. Avec la double nationalité et l'adresse fiscale aux États-Unis, comment gérer ? On l'a vu aujourd'hui. Très bonne question. La question a été émise au début du webinaire, à la 3e minute du webinaire. J'espère avoir pu répondre aujourd'hui. Évidemment, si vous êtes résident fiscal américain et que en plus vous avez la carte verte ou la nationalité, tout ce que j'ai abordé aujourd'hui est à votre disposition. Si vous êtes résident fiscal américain, mais vous n'avez ni carte verte ni la nationalité, vous n'aurez pas accès aux High Savings Bonds, mais vous avez accès à tout le reste. Et si vous êtes en France, vous pouvez vous inspirer d'un certain nombre de concepts, mais beaucoup de ce qui a été adressé aujourd'hui en termes d'instruments d'introduction ne sont malheureusement pas disponibles. Vous devez être résident ou en tout cas avoir un lien extrêmement fort avec les États-Unis pour pouvoir rentrer dans la plupart des instruments et stratégies qui ont été développés aujourd'hui. Une deuxième question, est-ce que l'on peut espérer un ralentissement du marché de l'immobilier, coût d'acquisition de propriété familiale dans un futur proche depuis sa soudaine augmentation pendant la pandémie 2020-2021 ? Excellente question. Alors, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais la réponse est potentiellement pour nous oui. Pourquoi ? Parce que quand on augmente les taux d'intérêt et que quand on va aller faire un prêt à la banque, qu'est-ce qu'ils vont prendre en considération ? Votre capacité de remboursement, en tout cas le coût mensuel de remboursement sur vos revenus. Et plus vous allez augmenter les taux d'intérêt, plus le coût de remboursement mensuel va augmenter. Et ainsi, vous allez plus en plus écrémer une partie de la population pour un certain nombre de biens. Et donc, par défaut, vous allez avoir un tassement de ces liquidités. À l'heure actuelle, on ne voit pas encore un tassement ou une baisse à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que les ménages américains ont encore énormément de liquidités dans leur balance sheet. Ils ont encore la capacité de pouvoir mettre de l'argent sur la table et de réduire potentiellement le montant d'emprunt de par leur liquidité disponible. Mais ça va être un lagging indicator. Dans les mois à venir, on ne sait pas exactement quand, évidemment, mais déjà encore c'est l'été, donc l'été évidemment on a beaucoup plus d'activité que l'hiver, mais on peut s'attendre en effet dans les mois, dans les trimestres à venir, de voir un tassement du marché immobilier de par l'augmentation des taux d'intérêt et le besoin des ménages de taper dans leurs savings pour continuer à garder le style de vie de par l'inflation qui fait que c'est de plus en plus cher de faire face à l'augmentation des coûts de la vie tout simplement. Donc, excellent point et en effet, dans les trimestres à venir, on peut s'attendre à un tassement. La prochaine question, donc j'ai entendu parler du Wally sous une autre appellation, Life Insurance, c'est la même chose. Quel serait l'avantage du Wally comparé à un fonds bancaire ? C'est une très bonne question, Julien. En effet, la Whole Life Insurance est un des instruments qui rentre dans la partie Wally.
donc Whole Life Insurance, d'une compagnie mutuelle d'assurance, c'est ce qu'on appelle Participating Whole Life Insurance, d'une compagnie mutuelle d'assurance. Pour nous, il n'y a que 4 compagnies mutuelles d'assurance à prendre en considération quand on regarde ce type d'actifs. Il y en a 4 aux États-Unis qui existent depuis 1860, depuis près de 160 ans. C'est Guardian Life Insurance, Mass Mutual, New York Life et Northwestern. Ce sont les 4 compagnies mutuelles d'assurance qui auraient du sens, c'est-à-dire que ce sont des instruments de qualité. Et pour nous, généralement, la population française ici aux États-Unis, c'est généralement Guardian qui est privilégié puisqu'ils ont un certain nombre de règles, de ce qu'on appelle d'options à disposition qui fonctionneraient en cas de retour en France. Donc, généralement, c'est la compagnie qui est privilégiée, mais pour x, y raison, une de ces 4 ferait évidemment l'affaire pour créer sa propre banque familiale d'un point de vue stratégique. Excellent point. Quel serait l'avantage du Wally comparé à un 401k ? Je ne pense pas que la question qu'il y ait une réponse directe. Je pense qu'il y a une complémentarité entre le 401k et le Wally. Déjà, en termes de fiscalité, c'est exactement l'inverse d'un point de vue stratégique. Un, c'est après impôt, taxe déférée, taxe oui. L'autre, c'est pas fiscalisé maintenant, taxe déférée, taxable à la fin. Mais également, sachez que sur un 401k, vous perdez la liquidité stratégique jusqu'à 59 ans et demi. Et qu'après, chaque dollar que vous sortez sera totalement faudra payer de l'impôt sur le revenu à ce moment-là. Donc, il y a une problématique de liquidité très importante au niveau du 401k. Et donc, il joue 2 rôles séparés, mais potentiellement complémentaires. Donc, il ne s'agit pas de faire soit le 401k ou le Wally. Très probablement, c'est une combinaison des deux, évidemment. Il s'agit d'avoir le budget pour pouvoir le faire, évidemment. Mais je pense que la réponse à ces questions, c'est d'avoir au sein de notre stratégie globale les deux. Où vont les 3% d'intérêt du iBlock? Sont-ils reversés au Wally? Alors, je vais revenir au graphique. Donc, on parlait de ce graphique-là. Je vais effacer les annotations. Donc, hop. Yes. Alors, le Wally se fait avec une compagnie Mutual Insurance Company, une compagnie mutuelle d'assurance. En parallèle, une banque. Alors, on a beaucoup de banques avec lesquelles on travaille qui sont très familiers de cela. Il y a des départements entiers de banques qui sont spécialisés pour faire que du iBlock, c'est-à-dire trouver des Wally et de pouvoir mettre en place des lignes de crédit qui sont basées sur du Wally. Et comme la banque a la garantie de revoir son argent, parce que si vous ne le payez pas, ils vont prendre la valeur ajoutée, le cash value de votre Wally, vous allez avoir des taux d'intérêt extrêmement intéressants. Donc, ce qui se passe, c'est que grosso modo, vous déposez de l'argent sur votre Wally, directement sur votre contrat, qui va lui augmenter de manière exponentielle. Et ce qui se passe, c'est que quand vous allez avoir une ligne de crédit à la banque, donc je vais prendre une banque lambda, je vais chez banque lambda, qui va me mettre à disposition une ligne de crédit qui va être à hauteur de 95% de ma cash value, qui est, elle, mon contrat d'assurance vie à la compagnie d'assurance. Donc, en fait, j'ai juste simplement une ligne de crédit à ma disposition qui est garantie d'être là parce qu'elle est le sous-jacent, c'est le lien qu'il y a entre le contrat d'assurance vie qui est garanti d'augmenter et ma ligne de crédit. À la différence d'une ligne de crédit sur un bien immobilier qu'on appelle une HELOC, Home Equity Line of Credit, qui, elle, peut fluctuer étant donné la valeur du bien immobilier. Plus la valeur du bien immobilier augmente, plus ma ligne peut être importante. Mais à l'inverse, si mon bien immobilier descend, évidemment, on va squeezer ma ligne. Ce qui n'est pas le cas avec une iBlock. Elle est garantie d'être là, surtout en phase de difficulté. C'est quand il y a des difficultés que l'on aura besoin de ces liquidités-là. Donc, en gros, si vous utilisez la ligne, imaginez que vous avez une ligne de 500 000 $, vous n'utilisez que 100 000 $, vous allez payer des intérêts mensuels sur une base des 100 000 $ utilisés. Mais rappelez-vous, les 500 000 $ qui sont dans le Wally, eux, continuent à augmenter à 3 à 5% pendant que vous avez des taux d'intérêt qui est à payer juste sur l'utilisation de la ligne qui, elle, va être utilisée potentiellement pour générer du rendement derrière, potentiellement. Donc, d'aller chercher l'immobilier à 7-8% et de faire en sorte que l'argent puisse créer un haut degré de vélocité. Excellente question. Peut-on avoir un index des acronymes utilisés pendant la présentation comme Wally, Cash Value Life Insurance? Absolument. N'hésitez pas à me contacter. On pourra évidemment vous les donner. Donc, Wally, c'est Wealth Accumulation Life Insurance. Cash Value Life Insurance, et puis également donc, Participating Whole Life Insurance, une compagnie mutuelle d'assurance, rentre dans le cadre de Wally Cash Value Life Insurance. N'hésitez pas à me contacter directement pour pouvoir en discuter plus longuement. Une autre question, comment pouvez-vous avoir un taux d'intérêt de 0%
alors je pense qu'on y a répondu, on n'a pas de taux d'intérêt de 0%, ce taux d'intérêt ici à 3% quand on parle de l'iBlock. Le coût, si on parle de 0%, c'est juste que le coût de 0% sur les capital annuity. Alors là, c'est une bonne question. Je vais essayer de trouver la page. Voilà, c'est ici. Les 0% ici de frais sur le capital annuity, pourquoi est-ce que ça coûte 0% ? Tout simplement, c'est une stratégie d'option derrière. Ça veut dire que la compagnie d'assurance va acheter ce qu'on appelle des calls et des puts sur lesquels ils vont pouvoir assurer un certain nombre de protections à la baisse, mais également de potentiel de rendement à la hausse. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'est 0% de frais ? C'est parce qu'eux, ils arrivent à se marger assez derrière pour générer du cash pour eux, de pouvoir également nous compenser, nous les conseillers financiers, et ce qui, vous, en tant que client, vous permet d'avoir 0 frais derrière. Et donc, c'est une win-win-win-win, à la fois pour l'assurance, pour l'investisseur, et puis pour nous également, conseil financier, parce qu'on sera également, nous, rémunérés derrière. Et vous, en tant que client, vous allez vraiment garder un maximum de votre argent dans votre poche avec de la protection à la baisse et un booster de rendement à la hausse. Donc, voilà pour cet aspect-là. J'espère avoir pu répondre à cette question. Prochaine question. Que pensez-vous des Target Date Funds pour le 401k Retirement Plan ? Est-ce que ça suffit comme diversification ? Merci. Excellente question. Généralement, quand vous avez un 401k, vous n'avez qu'à disposition entre, grosso modo, 15 à 30 mutual funds. Ce sont des fonds mutuels à disposition. Et généralement, une dizaine de fonds mutuels sont ce qu'on appelle les Target Date. Vous avez un Target 2025, 2030, 2035. Donc, en gros, l'idée, c'est de matcher un petit peu la date qui correspondrait au moment où vous partez à la retraite. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière ? Plus vous avez un horizon d'investissement élevé, plus vous aurez d'actions au niveau du portefeuille, et plus vous vous rapprochez de la retraite, ou plus vous prenez un target date qui soit proche d'aujourd'hui, et plus ils vont augmenter la partie obligation pour réduire la volatilité du portefeuille, qui est une stratégie lambda. Alors, si vous n'êtes pas accompagné, on pourrait dire, oui, ça peut faire l'affaire. Prenez un target 2035, you're good to go, ça va avoir ce qu'on appelle une tactical allocation qui va être faite pour vous sur le long terme. Si vous êtes généralement accompagné et que vous avez l'expertise, généralement, c'est plus dans votre intérêt de pouvoir être un tout petit peu plus proactif et de choisir vous-même vos fonds, mais il s'agit d'avoir l'expertise ou bien passer à travers nos services. Sachez que pour notre clientèle, on fait ce service gratuitement. On va aider notre clientèle gratuitement à revoir leur 401k et s'assurer que l'allocation soit en ligne avec la stratégie globale. Parce qu'évidemment, tout est imbriqué entre votre compte d'investissement, vos liquidités, votre immobilier, ce qu'il y a dans le 401k, tout est imbriqué et il s'agit de savoir où est-ce qu'on met les instruments qui ont plus ou moins de faveur fiscale, etc., liés à votre tolérance au risque, capacité à prendre du risque. Donc, pour répondre à la question, oui, ça peut faire l'affaire. Mais est-ce qu'il y a un potentiel d'amélioration possible ? La réponse est oui également. Comment se protéger contre une augmentation long terme de l'euro dans le cas d'une retraite, en Europe ? Très bonne question. Là, on parle de Forex, d'euro-dollar. Pour moi, la meilleure manière de se protéger contre une augmentation de l'euro, parce qu'il faut savoir qu'on est proche de la parité, je pense qu'on le sait tous, on a toujours un œil sur l'euro-dollar en tant que Français ici aux États-Unis, donc on est historiquement proche de la parité, ça fait 20 ans qu'on n'a pas connu ça, donc extrêmement intéressant. Alors, en ce moment, d'envoyer des dollars en euros ou tout simplement de voyager en Europe, puisqu'on a un énorme pouvoir d'achat comparé à l'historique. Dans les dernières années, on était plus proche des 1,2, 1,3, voire même 1,6. Donc, extrêmement intéressant. Donc, en effet, si l'euro recommence à monter, évidemment, on va perdre en pouvoir d'achat lors de transfert. Donc, en fait, pour moi, la solution proactive, c'est de détenir à la fois du patrimoine en euros et du patrimoine en dollars et d'avoir cette bonne allocation globale sur laquelle on se sent confortable. C'est vraiment ça, de pouvoir, c'est de commencer à mettre en place une diversification en euros depuis la France. Il y a quelques solutions, ce n'est pas l'objet du call aujourd'hui, mais généralement, nous n'avons que 3 à 4 solutions en tant que Français aux États-Unis qui aient du sens en France ou en Europe, de par la législation internationale, mais également l'impact fiscal à la fois que l'on a aux États-Unis sur les actifs détenus à l'étranger. Et évidemment, vous connaissez les problématiques FATCA que l'on peut faire face. Donc, on a généralement 3 à 4 options en France. Ça fera l'issue d'un autre webinaire sans problème. Mais une diversification internationale, c'est la meilleure façon de se protéger contre une fluctuation de l'euro-dollar.
Bonjour, bonne présentation, merci beaucoup. Est-ce que Allianz 222 Annuity est l'un des produits que vous avez décrits avec Protected Income? Alors, pas directement. C'est un produit qui est très connu, en effet, l'Allianz 222. Je pense que l'Allianz 222 rentre plus dans le cadre des income annuity à terme, alors que là, ce que j'ai présenté, ce qu'on appelle capital annuity ou index variable annuity, est considéré ce qu'on appelle des RILA, R-I-L-A. Ça ne rentre pas exactement dans le même cadre, mais n'hésitez pas, Jean-Michel, à me contacter. Si vous avez plus de questions, si vous êtes beaucoup plus spécifique au niveau des produits, on a une veille concurrentielle, évidemment, étant donné qu'on est broker, on est indépendant de ce côté-là, on peut aller regarder l'ensemble des produits. Allianz fait partie des compagnies sur lesquelles on va regarder ce type de contrat d'annuité. Donc, n'hésitez pas à qu'on puisse faire une revue ensemble. Mais en effet, il y a cet élément de protecting income derrière à travers ce type d'instrument. Très bien. Une autre question. Les cryptocurrencies sont-elles intéressantes? C'est un très bon sujet. Alors, si je devais répondre à la question directement, la réponse est oui. C'est intéressant. Je pense qu'il y a un avenir, en effet, à la cryptocurrency, mais en effet, il y a un risque également. Vous voyez, dans l'allocation globale de ma dernière présentation, la partie alternative private equity VC, on pourrait rajouter l'aspect crypto ici. La partie crypto, il faut savoir, c'est juste des monnaies, grosso modo, à l'heure actuelle. Hein. C'est juste une monnaie sur laquelle, potentiellement, si cette monnaie va jouer un rôle abondant ou clé dans une certaine technologie, eh ben, cette cryptocurrency peut potentiellement avoir une certaine valeur aux yeux des utilisateurs. Donc, en effet, ça peut jouer un rôle. Comme c'est encore considéré comme de l'alternatif, il s'agit de ne pas avoir plus de 5% de son patrimoine, de son portefeuille global en crypto. C'est notre recommandation maximum. La crypto a beaucoup plus de volatilité. Je pense que c'est le marché le plus volatile. Il n'est pas du tout sécurisé. Il n'y a pas d'oversight encore à l'heure actuelle, donc très risqué. Donc, il s'agit généralement de savoir ce que l'on fait quand on s'attaque à ce type de marché. Mais est-ce qu'il y a un avenir potentiellement à la crypto? On ne sait pas encore à l'heure actuelle ce qu'il en viendra, mais la technologie en elle-même, notamment la blockchain, decentralized finance, etc., va jouer très probablement dans les décennies à venir un rôle clé, c'est quasiment certain. Mais rappelez-vous d'Internet, rappelez-vous dans les années 90, je ne sais pas si vous vous rappelez, de AOL. AOL, c'était vraiment le leader sur le marché Internet. On n'en entend plus parler. Donc, ce n'est pas parce qu'on a certains acteurs qui se définissent à l'heure actuelle qui seront les acteurs gagnants à l'avenir. Donc, évidemment, c'est le risque que vous êtes prêts, vous, à prendre, de gagner ou de perdre, évidemment, sur la partie crypto. Donc, on le considère, oui, mais sur un petit pourcentage de la stratégie globale. Y a-t-il un risque d'imposition par la France sur l'ensemble de ses revenus sur le modèle US pour les concitoyens français vivant à l'étranger? Il y a, je crois, un projet de loi dans ce sens. Alors, est-ce qu'il y a toujours un risque? La réponse est oui. Il y a toujours un risque dans l'ensemble des relations internationales. Donc absolument, il faut savoir qu'il y a une convention bilatérale entre la France et les États-Unis, qu'on bénéficie évidemment de celle-ci dans le cadre d'une gestion patrimoniale franco-américaine, qui fait que généralement, stratégiquement parlant, il n'y a pas de double imposition entre les deux pays. Des fois, il peut y avoir ce qu'on appelle des frictions étatiques notamment et autres. Mais est-ce que cela peut changer à tout moment? La réponse est oui, personne n'a de boule de cristal, mais je pense que c'est dans l'intérêt des deux pays de continuer à avoir une certaine harmonie fiscale, légale, d'entraide. Donc, on peut, je l'espère en tout cas, dans les relations internationales entre la France et les États-Unis. Et je pense que ce qui s'est passé notamment avec la Russie en ce moment, je pense que l'Europe a été un petit peu n'a plus été la priorité pendant longtemps des États-Unis en termes de relations bilatérales entre l'Europe et les États-Unis, et que entre ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, on va plutôt revoir une augmentation des échanges et je pense qu'il y a une bonne chose, des échanges entre la France et les États-Unis sur le moyen long terme. Donc oui, c'est une possibilité, c'est toujours une possibilité, mais on espère en effet que les échanges soient toujours positifs et d'actualité entre la France et les US. Je vais prendre peut-être la dernière question. Je m'adresse au modérateur de cela, à moins qu'il y en ait beaucoup d'autres, mais on arrive quasiment à l'heure. Il est 13h04 ici à New York. Donc je vais prendre cette dernière question et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à revenir vers moi directement.
Et ce sera un plaisir de pouvoir en discuter. Est-il plus intéressant d'investir dans l'immobilier français ou US si l'on prévoit de retourner s'installer en France, ou vaut-il mieux investir dans un REIT? Alors, très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de... la réponse professionnelle et ça dépend. Évidemment, juste pour faire, pour faire une différence entre la France et les États-Unis, généralement le potentiel de rendement aux États-Unis peut être plus élevé. Évidemment, les États-Unis, c'est quasiment un continent, donc qu'on investisse à New York ou dans l'Arkansas, ça sera complètement différent. Mais généralement, le risque est plus important aux États-Unis, mais le rendement potentiel l'est également. En France, on investit dans la pierre, on n'est pas sur du papier mâché. On aura peut-être moins de rendement, mais peut-être seulement moins de risques. Mais en effet, une diversification, de détenir le bien de manière optimale du côté français et potentiellement pas en direct, serait également d'actualité. Donc, savoir comment détenir le bien, d'être diversifié entre la France et les États-Unis. La grande différence entre en REIT, qui sont appelés les Real Estate Investment Trust, c'est d'investir dans l'immobilier papier. Le gros avantage de l'immobilier en direct, c'est l'effet de levier, que vous avez beaucoup moins accès sur le REIT, mais il y a évidemment des avantages de ce côté-là également, de diversification, d'accéder à d'autres classes d'actifs, des choses qu'on ne peut pas faire en direct, d'investir par exemple dans l'immobilier, des tours d'ondes hertziennes, etc. Je veux dire, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas accès en direct, donc d'un point de vue diversification, ça peut avoir beaucoup de sens, mais il n'y a pas les mêmes avantages qu'en effet un investissement en direct. Et selon différents pays, les risques sont différents, la manière dans laquelle on va le structurer, les effets de levier, les impacts de FATCA, etc. Évidemment, la réponse, c'est ça dépend, mais la question est bonne et elle doit être répondue évidemment au cas par cas. J'espère avoir pu apporter la majorité d'une valeur ajoutée. J'espère que je vous ai pu vous aider aujourd'hui. N'hésitez pas à reprendre contact. Sachez que sur cette slide-là, en bas à gauche, mon email n'est plus d'actualité. Mon email à l'heure actuelle est alexandre.quentin@usafrancefinancials.com. Vous pouvez toujours me contacter à ce numéro-là et vous avez un accès direct à mon calendrier. Si vous prenez votre numéro de téléphone, votre portable, et que vous ayez sur photo, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec moi, ce sera avec plaisir. Il n'y a pas de frais d'honoraires. Depuis 2020, nous avons waive les frais d'honoraires pour notre clientèle qui a moins de 24 millions de dollars d'actifs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir de comprendre vos objectifs, ce qui vous tient à cœur, et de vous orienter dans l'ensemble de votre stratégie patrimoniale. Je pense que le moment est notamment opportun, étant donné ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, à très vite. Au revoir.